28 mars 1872. À la frontière franco-italienne, l'archéologue Émile Rivière met au jour un squelette humain qui lui paraît très ancien. Cette découverte majeure va changer à tout jamais notre perception des hommes et surtout des femmes de la préhistoire. Depuis plus de 150 ans, cette sépulture a fait l'objet d'une enquête inédite qui a emmené des générations de chercheurs toujours plus loin des idées reçues sur la préhistoire. Car d'autres tombes exceptionnelles ailleurs en Europe sont venues compléter les informations recueillies au fil du temps. L'ensemble de ces études scientifiques racontent des peuples de chasseurs-cueilleurs nomades beaucoup plus complexes qu'on ne les imaginait autrefois. Partons pour un voyage dans le temps, il y a plus de 25 000 ans, en Europe. Retour sur les lieux de la découverte, aux falaises des Balsirossi, appelées parfois Baousséroussé ou Grimaldi. C'est ici, parmi une série de petites failles, que se trouve la grotte du Cavillon, où a été découvert le fameux squelette par Émile Rivière en 1872. Elena Rossoni, notaire, directrice du musée de Monaco, qui a participé à la reprise de l'étude, va nous faire découvrir le site. Quand Émile Rivière est arrivé ici, la grotte, elle est complètement remplie. Là, vous la voyez vide, mais il faut s'imaginer que c'était rempli de sédiments, rempli de terre. Il a conduit des fouilles pendant 18 mois, et c'est en mars 1872 qu'il a l'honneur et la grande surprise de tomber sur un pied humain. Et là, grande découverte, il y avait le squelette complet. La découverte d'Émile Rivière est sans précédent. Il s'agit de la première fois qu'un squelette paléolithique est retrouvé entier, avec son mobilier funéraire et ses parures associées. Émile Rivière baptise l'individu découvert Homme de Menton, du nom de la ville la plus proche. Ce squelette était couché sur le côté gauche, à 7 mètres environ de l'entrée, près de la paroi latérale droite. Son attitude était celle du repos, celle d'un homme qu'une mort subite, et sans aucune agonie violente, aurait surpris pendant le sommeil. Rivière, lui, considère qu'il est mort dans son sommeil. Donc lui, il ne pense pas à une vraie sépulture. Parce qu'à l'époque, au 19e, on pense que les hommes préhistoriques n'enterrent pas leurs morts. Parce que pour un certain nombre d'auteurs, l'existence de sépultures implique automatiquement une croyance en l'au-delà et donc une religion, par exemple. Or, le bon sauvage, le vrai sauvage, paléolithique ou autre, n'est pas religieux. En 1872, tout ce qu'on connaît des Homo sapiens sont les vestiges de Cro-Magnon, qui viennent tout juste d'être découverts dans le sud-ouest de la France, en Dordogne. Mais ce sont des restes fragmentaires, de simples ossements découverts en vrac et désorganisés. C'est sans comparaison avec le squelette de l'homme de Menton, extrêmement bien préservé, à la riche parure de coquillages perforés. Entre 1872 et 1900, Émile Rivière, puis d'autres chercheurs, découvrent au total une quinzaine d'individus dans les cavités des Balsirossi. Bientôt, d'autres squelettes ailleurs en Europe seront également retrouvés dans des contextes paléolithiques. Au tournant du XXe siècle, les preuves s'accumulent. Et à un moment donné, je dirais, le débat s'arrête parce que c'est plus possible de nier. On a inventé les morts endormis dans les cavernes, les morts noyés parce que la rivière d'à côté déborde. Enfin, on a cherché tout un tas de raisons. On a aussi dit elles sont beaucoup plus récentes. Bon, tous ces arguments tombent au fur et à mesure que la recherche avance. L'idée de la sauvagerie préhistorique commence à être ébranlée. Et si finalement ces populations avaient été différentes de ce qu'on avait imaginé, moins simiesques, plus civilisées? Laissées de côté pendant plus de 120 ans,
Alors que les découvertes archéologiques s'accumulent au cours du XXe siècle et que la recherche évolue, dans le courant des années 1990, l'homme de Menton va se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs et venir battre en brèche une autre idée reçue sur la préhistoire. Ce squelette était dans le laboratoire de préhistoire du musée de l'homme et tous les jours je le voyais. Je me suis aperçue que ce bassin n'avait rien de masculin. C'était un bassin large avec une échancrure sciatique très ouverte, comme sur les bassins féminins. Mais ce qui avait, je pense, surpris les fouilleurs, c'est que c'était un individu assez costaud. Et bien sûr, on attribue toujours la robustesse à un homme, bien qu'il existe des femmes qui soient aussi robustes. Et deuxièmement, c'était un squelette qui avait des décorations au niveau du crâne. Donc on a pensé que s'il était aussi bien décoré, aussi bien enterré, c'était certainement un chef. Et en général, un chef, qui c'est un chef? C'est un homme, ça ne peut pas être une femme. Or, finalement, l'étude anatomique nous a montré que c'était bien une femme, et c'est une femme robuste. Donc, on a changé le nom, et on l'appelait la Dame du Cavillon. Cavillon, c'est le nom de la grotte. Après en avoir fait de nombreux moulages, le squelette est soigneusement extrait de sa gangue, scanné et réétudié. On l'a dégagé pour isoler chaque élément afin de l'étudier, de le scanner, d'en faire une étude anatomique précise. Les époux de Lumelay décident de s'entourer d'une équipe de chercheurs pluridisciplinaires afin d'entreprendre une réétude complète qui va mettre en œuvre toutes les méthodes et les connaissances actuelles pour faire parler les vestiges de celle qu'on appelle désormais la Dame du Cavillon. De l'espèce Homo sapiens, elle nous ressemble, elle est de notre espèce. Les analyses ont montré qu'elle est morte alors qu'elle avait une trentaine d'années et qu'elle a probablement eu des enfants. Mais comment cela représenter, cette Dame du Cavillon? Comment la reconstituer, l'imaginer en évitant les clichés d'autrefois? Si les analyses ADN n'ont rien donné sur ses propres ossements, on sait désormais que ses contemporains avaient la peau sombre et les yeux clairs, sur tout le continent européen. Et alors, nous l'avons daté par la méthode du carbone 14. On a prélevé des coquilles qui constituaient sa coiffe, donc qui étaient contemporaines. Les datations donnaient environ 24 000 ans, c'est-à-dire qu'il a appartenu à une grande civilisation qui était la civilisation gravétienne. Le Gravétien est une des sous-périodes du Paléolithique récent. Datée entre 34 000 et 24 000 ans avant le présent, cette culture se retrouve sur l'ensemble de l'Europe, reconnaissable, entre autres, par ses outils et armatures en silex, dont cette pointe de la gravette caractéristique, qui a donné son nom au Gravétien. Le Gravétien est aussi l'époque des grottes Cosquer, Pechmerle et Gargas, pour les plus connues d'entre elles. À l'époque du Gravétien, et donc de la Dame du Cavillon, le climat est beaucoup plus froid que l'actuel, et la végétation bien différente. D'imposants glaciers au nord de l'Europe et sur les massifs montagneux retiennent les eaux de la mer. Partout, le rivage recule. Devant les Balsirossi s'étend une vaste plaine ouverte où le gibier abonde. Les populations de l'époque vivent en petits groupes. Chasseurs, cueilleurs, nomades, ils se déplacent sur des vastes territoires de plusieurs centaines de kilomètres. Juste à côté de la grotte du Cavillon se trouve l'abri Moki, encore fouillé de nos jours, dont les niveaux gravétiens témoignent de la vie quotidienne à l'époque de la Dame du Cavillon. C'est un site où vraiment ces groupes devaient s'arrêter pendant une certaine période. Il est probable que leur stratégie de mobilité sur le territoire était assez rapide. C'est-à-dire que ces groupes se déplaçaient en exploitant toutes les ressources qu'ils trouvaient le long de leur trajet. Fabio Negrino a dirigé des fouilles au Balsirossi. Il nous explique ce qu'on sait des modes de vie des populations grâce aux études récentes. On trouve des restes culturels, de l'industrie lithique, des restes de faune, et aussi, d'un point de vue non pas pratique mais plus idéologique, on retrouve des objets d'art et des objets décoratifs. Il y a un outillage domestique dont on se sert au campement pour des travaux de tous les jours, le tannage des peaux, la découpe de la viande, des travaux de désarticulation, des carcasses, etc.
on produit des lames à partir d'une matière première, qui est une matière première de très bonne qualité, des silex de très bonne qualité, parce que les tailleurs du Gravettien sont très exigeants dans leur production, et avec certainement, dès ces périodes-là, des artisans spécialisés. On commence à parler de maître tailleur, d'atelier, avec quelqu'un qui apprend à des apprentis, et même des enfants qui s'essayent à la taille de manière assez maladroite, et on retrouve leur production maladroite, qu'un préhistorien sait tout de suite identifier, parce qu'il y a des erreurs assez grossières, voilà, un peu les premiers jeux d'un apprenti tailleur. On sait que ce peuple fait du feu, travaille le cuir, sait coudre au poinçon et au perçoir. De par la parure retrouvée dans les tombes, des animaux chassés et nos connaissances sur le climat, on peut leur imaginer des vêtements chauds, bien cousus, des chaussures, un goût et un soin dans l'apparence, comme pour beaucoup de peuples de chasseurs-cueilleurs actuels. Quand on parle de chasseurs-cueilleurs traditionnels, je ne pense pas qu'ils aient eu un sens de la mode. Leur culture leur impose un certain type de décoration, un certain type de style vestimentaire. Les gens marquent leur corps avec ces ornements et construisent ce que nous appelons en termes anthropologiques des identités. Ils construisent des identités à partir de leurs vêtements, de perles et de la parure corporelle. Au-delà d'indiquer un goût pour l'ornementation, les coquillages retrouvés sur le crâne de la dame du Cavillon pourraient-ils être un indice pour en savoir plus sur le statut de cette femme et son identité au sein du groupe? Dans l'atelier de moulage de Tautavel, Marion Quatrepoint a étudié la coiffe de la dame du Cavillon pour essayer de la reconstituer telle qu'elle devait être à l'origine. On peut voir que les coquilles étaient alignées d'une certaine manière, donc en fait enfilées sur un fil. Il y a plusieurs endroits où on peut repérer ce même type d'organisation. Alors en fait, beaucoup de sépultures gravétiennes présentent des parures, et notamment donc des parures de tête, de plus avec des coquillages, avec des craches de cervidés. Alors les coquillages utilisés n'étaient pas très rares, par contre uniquement dans cette espèce-là, donc la Nassaniridae. Je sais que sur d'autres sites, d'autres coquillages ont été utilisés, mais là, vraiment pour la dame du Cavillon, c'est exclusivement ce coquillage. Ce peuple de la dame du Cavillon, vivant à proximité de la mer, a développé une identité autour des parures de coquillages, de vertèbres de poissons, de craches de cerf, peut-être pour se distinguer des autres tribus. On retrouve ailleurs en Italie les mêmes associations de matériaux dans d'autres tombes gravétiennes. Dans les pays de l'Est et jusqu'en Russie, d'autres groupes présentent un goût marqué pour les canines de renard et l'ivoire de mammouth. Mais au-delà de ces identités régionales, on peut également observer un déplacement des matières premières sur de longues distances, signe des premiers réseaux d'échange. On sait, par exemple, par les échanges de coquillages, que ça peut même être des gens qui ne se connaissaient pas et qui échangeaient et recevaient des biens et des idées par intermédiaire, sur de longues distances. Donc on voit comme ça se déplacer des silex, des coquillages, de la Méditerranée qui arrive en Périgord, de l'Atlantique qui arrive en Périgord, et le rivage est plus loin que l'actuel, et puis de l'ivoire de mammouth, et puis de la stéatite, et puis d'autres roches plus ou moins semi-précieuses qui vont être transformées en petites figurines, en statuettes. Partout, on observe un ornement de la tête, tout comme sur les statuettes féminines retrouvées à travers toute l'Europe, en territoire gravétien, signe d'une même croyance partagée. Quelle était leur fonction à l'origine? Étaient-elles des amulettes? Donnaient-elles du pouvoir aux femmes ou autre chose? Ce qui est bien à propos de ça, c'est que cela rend les femmes visibles dans le passé, où elles ont été longtemps négligées. L'importance de la Dame du Cavillon, c'est que c'est une femme. Il y a peu de temps, on pensait que ces décorations importantes étaient réservées seulement aux hommes. Mais on a vu qu'une chasseuse-cueilleuse gravétienne
a reçu une sépulture avec tous les honneurs possibles. Dans notre vision de tradition machiste occidentale, d'une certaine façon, cela modifie nos préjugés qui se poursuivent dans les reconstitutions de la préhistoire, encore aujourd'hui. Peut-on savoir si les hommes et les femmes taillaient le silex? La détermination des activités entre les hommes et les femmes est impossible à faire sur la base des seuls outils en silex retrouvés lors de fouilles. Comment savoir si les autres activités de la vie quotidienne étaient cloisonnées entre les sexes, comme c'est le cas chez la plupart des chasseurs-cueilleurs actuels? Peut-on savoir par exemple si les individus des deux sexes participaient à la chasse? Ce qu'on observe aussi sur la partie structurelle du squelette chez les femmes, c'est qu'elles ont un développement particulier du muscle rattaché à l'humérus, proche de celui des hommes. On peut donc penser qu'elles participaient à la chasse. Il est probable qu'elles aient eu un rôle spécifique à l'intérieur des groupes. Un rôle naturel en tant que mère dans le fait d'élever les enfants, dans la préparation de la nourriture, probablement. Mais bon, on peut surtout déterminer qu'il n'y avait pas de déséquilibre dans les rapports entre les sexes de ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Certes, ce sont des hypothèses. À l'heure actuelle, un peu moins de la moitié des sépultures gravétiennes ont été identifiées comme étant celles de femmes. Le sexe des individus ne semble donc pas déterminant pour justifier les inhumations. Mais la rareté des sépultures semble toutefois indiquer une sélection dans les individus. On ne sait pas exactement quel est le statut de ces individus. Tout à l'heure, j'ai parlé de maîtres tailleurs, il y a peut-être des maîtres artistes ou des maîtres chasseurs ou un chaman ou je ne sais quel individu, homme ou femme, qui dans la société ont un rôle un peu particulier et qui méritent ce traitement particulier. Parce que, en fait, le nombre de sépultures qu'on a en Europe est infiniment trop faible par rapport à la population. Même si on considère qu'on n'a pas tout découvert, même si on considère que certaines sépultures ou certains sites ont pu disparaître, il nous manque quand même des tas, il nous manque une partie de la chronique. Et donc, il est raisonnable de penser que ceux que nous retrouvons ont peut-être un statut un peu différent des autres. Nous avons longtemps pensé que ces personnes étaient plus ou moins égalitaires, qu'il n'y avait pas de rangs sociaux. Mais il y a quelques surprises. Et l'une des surprises vraiment intéressantes est un site en Russie, appelé Sungir. Les sépultures du site de Sungir, en Russie, à 180 km de Moscou, ont été découvertes dans les années 1960. Elles ont marqué des générations de chercheurs par la richesse de leur ornementation et de leur mobilier funéraire. Datées d'environ 30 000 ans, elles dépassent par leur opulence et de très loin toutes les autres découvertes paléolithiques sur des dizaines de millénaires. Alexandra Buzilova est directrice de recherche et travaille à l'Institut d'anthropologie de Moscou. Il y a quelques années, elle a repris des études sur les squelettes des individus de Sungir. Tout ce qui a été découvert ici est unique. Ça fait partie d'un patrimoine mondial et dépeint les histoires extraordinaires d'un passé très lointain. La première sépulture, découverte en 1964, est celle d'un homme adulte. La seconde, découverte quelques années plus tard, abrite 2 enfants. On a trouvé 2 enfants enterrés avec plusieurs milliers d'ornements. Des enfants de 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Et nous avons pensé que les enfants ne devraient pas avoir ce genre de statut, parce qu'ils n'auraient pas pu l'acquérir de leur vivant. Dans les théories anthropologiques, ils auraient donc dû en hériter. Et s'ils ont hérité d'un statut, cela signifie que nous ne parlons pas de société égalitaire. Nous parlons de richesse et de classe sociale héritée de naissance. Et c'est une manière vraiment différente de penser nos ancêtres paléolithiques.
La tombe de ces deux enfants, en effet, est impressionnante par la multitude des objets retrouvés et leur qualité d'exécution. Plusieurs grandes lances faites dans des défenses de mammouths font partie de ces objets uniques et exceptionnels en préhistoire. Si nous comparons le nombre d'objets, d'outils et d'ornements déposés dans la tombe des deux garçons, alors bien sûr, nous pouvons dire que la seconde sépulture est plus riche que la première. De même, la quantité et la qualité des perles en ivoire de mammouth retrouvées sur les squelettes, qui devaient être à l'origine cousues sur les vêtements, est stupéfiante. On imagine que chaque perle nécessitait 3 heures pour être fabriquée, ce qui veut dire au total 35 000 heures de travail. Et si vous calculez en personnes par jour, c'est un énorme travail. Soit 10 personnes travaillant pendant 60 jours en ne faisant rien d'autre que des perles. Donc c'est vraiment difficile à imaginer. Il est vrai qu'il est surprenant d'avoir autant de mobilier funéraire et de parures dans les tombes paléolithiques. Certains collègues commencent à sérieusement parler de hiérarchisation pour ces sociétés du Paléolithique. Ces gentils chasseurs, cueilleurs, collecteurs ne sont peut-être pas si égaux que ça devant l'Éternel. Ailleurs en Europe, d'autres tombes gravétiennes ont livré de nombreux indices de ce qu'on pourrait interpréter comme des biens de richesse au Paléolithique. De grandes lames de 30 cm découvertes dans la tombe du jeune prince des arènes Candides et d'autres, au Balsirossi, en silex de très bonne qualité et sans trace d'utilisation. Des perles d'ivoire dans une région où celle-ci est très peu présente. La rareté des matériaux, parfois importés de plus d'une centaine de kilomètres, la qualité d'exécution des objets et des perles retrouvées dans les tombes sont des éléments à prendre en compte pour essayer de comprendre ce que pourraient être des biens de prestige à une époque où ni l'or ni l'argent ne sont employés. Pourtant, si certains préhistoriens commencent à envisager une possible hiérarchie sociale au Paléolithique, d'autres chercheurs s'y refusent, sans qu'on puisse déterminer par des preuves archéologiques qui a raison. Je ne voudrais pas percevoir ces sépultures riches et uniques comme étant de simples tombes dédiées à des personnes appartenant à un rang social élevé. Grâce à l'ethnographie, nous comprenons que la société des chasseurs-cueilleurs est une société égalitaire, dans laquelle l'artisanat et le savoir-faire sont valorisés et où il n'est question d'aucune richesse. Par exemple, la tribu des Sioux était des Indiens d'Amérique moderne, qui étaient connus pour broder leurs vêtements, leurs chaussures et leurs accessoires avec des perles et pour y consacrer un temps infini. Par conséquent, il faut chercher une autre explication au fait que tant d'efforts ont été fournis pour enterrer ces morts. Pourquoi est-ce que certaines étaient plus richement ornées que d'autres? Peut-être elles étaient plus aimées. Peut-être aussi que ces parures étaient faites par la personne elle-même. C'est peut-être en fait des parures de, je dirais, des vêtements de fête, une parure de cérémonie. Donc, comme ça se faisait d'ailleurs chez nous il n'y a pas si longtemps, on enterrait les gens dans leur costume de fête. Hein. Je pense aux enfants notamment, ils sont souvent assez ornés. Peut-être que c'est les parents qui, donc par amour, qui leur faisaient de beaux vêtements. Encore une fois, là, on est obligé de revenir à ce qu'on sait des populations de chasseurs-cueilleurs subactuelles. Et là, eh bien, on a tous les cas de figure. Vous avez des cas de figure où, effectivement, ce sont les objets du mort parce qu'il est hors de question d'y toucher. Vous avez des cas de figure où ce sont des objets qu'on rajoute en termes d'offrande, hein, c'est-à-dire effectivement pour marquer ou la position du mort ou de sa famille, ou etc. Vous avez aussi des cas où vous n'avez rien, parce que tout ce qui appartient au défunt est dispersé comme preuve de votre position dans la société. Ce qui veut dire que dans des sociétés très inégalitaires, au final, avec des richesses, eh bien, on va avoir des sépultures où il n'y aura rien. La région de la Moravie, en République tchèque, est un autre des hauts lieux de la préhistoire. Sur quelques kilomètres carrés, plusieurs sites ont été découverts, dont celui de Dolní Věstonice,
actuellement recouverts par des vignes. Bien loin de toute primitivité, ces peuples qui vivaient là il y a 30 000 ans maîtrisaient déjà la technique de la terre cuite, du tissage, de l'artisanat sur ivoire de mammouth, dont cette défense qui pourrait être interprétée comme la première carte au monde. Leur rituel funéraire était également surprenant et élaboré. Si la plupart des individus ont été retrouvés isolés et simplement recouverts de grandes omoplates de mammouth, c'est une étrange sépulture triple qui a marqué le monde scientifique par sa mise en scène lors de sa révélation publique. Le petit musée de Pavlov, à quelques kilomètres de là, conserve un moulage de cette mystérieuse sépulture. Le professeur Svoboda était présent lors de sa découverte en 1986. Nous avons d'abord trouvé les crânes rouges, rouges vifs, recouverts de pigments avec de la parure. Ce n'est que dans les jours suivants que nous avons tout dégagé et mis le site au jour. Et à partir de là, on a pu se mettre à imaginer toutes sortes de théories et d'hypothèses sur ce que nous venions de découvrir. L'homme de droite est couché sur le ventre. Celui de gauche tend sa main vers le bassin de l'individu central. Les crânes, mais aussi le geste de cette main sur le bassin, sont marqués à l'ocre rouge. Qu'est-ce que cette étrange et macabre mise en scène était censée signifier pour ceux qui les ont inhumés? Les premiers découvreurs ont d'abord pensé que l'individu central était peut-être une femme, morte en couche. On pensait en effet à l'origine que l'individu du milieu était une femme, morte en couche. Il s'agit effectivement d'une très vieille hypothèse. Ce n'est donc que récemment, lorsqu'on a réalisé des analyses ADN, qu'on a démontré que c'était finalement un homme. Il s'agit ainsi d'une sépulture de 3 jeunes hommes. La disposition des individus suggère que celui du milieu a probablement eu un rôle intéressant, voire important dans sa société. Il a souffert de plusieurs pathologies au cours de sa vie. On suppose à partir de ces pathologies qu'il a eu une série de maladies infectieuses accompagnées d'états fébriles. Une partie des pathologies se manifeste par exemple sous forme d'une hypoplasie au niveau des dents. Elle présente des signes d'un développement atypique de l'émail dentaire. Il y a autre chose sur le squelette, notamment sur les parties post-crâniennes et en particulier sur les membres. Les os longs ont une courbure atypique. Ces individus étranges et en quelque sorte atypiques occupent dans certaines de ces sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs des positions sociales singulières. La plupart des préhistoriens font une association très forte entre le handicap à l'époque paléolithique et le fait que ces individus atypiques auraient pu être les chamans de leur groupe. Ne pouvant chasser comme les autres, ils auraient eu un autre rôle, plus religieux, qui justifierait leur inhumation particulière. Cette hypothèse se base sur un cas emblématique, daté d'environ 27 000 ans avant le présent. Retrouvé à Brno, toujours en République tchèque, cet individu présentait d'importantes pathologies. Il souffrait notamment d'ostéoporose, et cela devait l'handicaper pour marcher. Il a été découvert avec un riche mobilier funéraire. À ses côtés se trouvait une marionnette articulée en ivoire de mammouth, une pièce exceptionnelle qui ressemble à d'autres figurines retrouvées dans des tombes de chamans sibériens, mais à des périodes récentes. Il semble que la statuette ait une coiffure, cheveux mi-longs à l'arrière, coupés courts sur le devant. Les yeux et le nez sont suggérés. Et puis, ici, au niveau de la base, se trouve une ouverture naturelle qui a pu servir pour relier la tête au corps.
Il s'agissait sans doute d'une statuette masculine, comme nous pouvons le voir au niveau de cette partie, ce qui est tout à fait unique dans le contexte paléolithique. L'ensemble de la découverte contenait par ailleurs des coquillages, des anneaux, des disques en pierre et en ivoire de mammouth. Il y avait également une baguette de tambour. Tous ces objets laissent penser qu'il pouvait effectivement s'agir de funérailles de quelqu'un de très important, sans doute le chaman de la tribu. Les inhumations paléolithiques auraient donc pu être réservées aux chefs ou aux chamans. Mais la sépulture triple de Dolní Věstonice pose d'autres questions. Comment expliquer que ces trois individus soient morts en même temps? Il existe un autre exemple de sépulture triple au Gravétien. Cette tombe a été découverte à une 50aine de mètres de celle du Cavillon, dans une autre cavité appelée Barma Grande. La sépulture triple y a été découverte en 1892, soit 20 ans après la Dame du Cavillon. L'original de cette sépulture est actuellement conservé au musée des Balsirossi, situé en bas du site. Cette sépulture est une sépulture exceptionnelle, faite pour des individus exceptionnels. L'individu adulte était certainement un homme. Les études génétiques faites il y a une quinzaine d'années suggèrent que les deux individus plus jeunes, probablement des adolescents, seraient en réalité deux jeunes femmes adolescentes. En tout cas, ils ont des traits crâniens qui suggèrent que même au-delà des analyses ADN, il y a une familiarité entre ces trois individus. Ce qui est curieux, c'est que ces trois individus soient morts en même temps, au même moment, et qu'ils aient été enterrés ensemble. En effet, beaucoup de chercheurs, en particulier le professeur Vincenzo Formicola, a proposé, après avoir étudié cette sépulture et celle de Dolní Věstonice, d'essayer de comprendre si, pendant le Paléolithique, il était pratiqué des rites sacrificiels. Quand ils mouraient, ou peut-être quand ceux qui les accompagnaient mouraient, quelqu'un était sacrifié, dans une logique qui nous reste lointaine. La possibilité que certains des individus inhumés soient en réalité des personnes sacrifiées est peu à peu évoquée par les chercheurs. En Russie, les préhistoriens ont revisité les fouilles anciennes à la lumière de ces nouvelles hypothèses. Il y a quelques années, mon collègue américain Eric Trinkaus et moi-même avons à nouveau analysé les restes de l'homme de Sungir de la première sépulture. La première vertèbre thoracique de son squelette, qui malheureusement n'était nulle part lors de la première analyse, a été retrouvée. D'après notre étude, cette vertèbre thoracique présente clairement un trou, éventuellement fait avec un outil en os. Il a été frappé à la base du cou, là où passent des vaisseaux sanguins très importants. L'aorte a peut-être été touchée et donc cet homme s'est rapidement vidé de son sang. D'après nos recherches, l'aîné des deux enfants est mort d'une entaille à l'estomac. On peut apercevoir des traces de coups sur son os pelvien gauche, peut-être fait avec une flèche ou avec une lance. Il est très difficile aujourd'hui de procéder à un examen plus précis. Mais sur les trois individus en question, deux sont morts d'une mort violente, et on peut se demander s'il ne s'agit pas en réalité d'un acte sacrificiel ou d'une offrande. La Dame du Cavillon porte-t-elle des indices de mort violente qui pourraient suggérer qu'elle aurait été sacrifiée par son clan? A-t-elle des traces de pathologie qui pourraient la rattacher à l'hypothèse d'individus handicapés considérés comme chamans? Les époux de Lumley ont scruté le squelette à la lumière de ces différentes hypothèses.
Alors, on s'est aperçu sur le squelette, il y avait une anomalie au niveau de l'avant-bras gauche et nous avons cette déformation sur le radius et il s'agit en fait d'une fracture bien consolidée. Et on a recherché quelle pouvait être la cause de cette fracture. Là, il s'agirait d'un choc violent directement sur l'avant-bras. Mais qu'elle était bien consolidée, finalement, ça veut dire que sa santé était bonne, sa calcification était bonne, et pas eu d'infection, pas eu... On a constaté aussi quelque chose, mais vous voyez, il y a une petite asymétrie. Il y a le fémur droit qui est un peu plus long que le fémur gauche, légèrement. Peut-être qu'elle boitait un peu, peut-être que c'était un personnage un peu symbolique. Si on ne peut rattacher la dame du Cavillon à ces individus ayant succombé à une mort violente, accidentelle ou volontaire, elle pourrait donc bien en revanche avoir eu un léger handicap, et donc être rattachée à ces individus considérés comme des chamans. Pour le Paléolithique, le chamanisme est souvent évoqué pour expliquer l'art pariétal. En l'an 2000, une grotte exceptionnelle a été découverte en Dordogne, près du petit village de Cadouin, au lieu-dit Cussac. Les vestiges de 6 individus y auraient été découverts dans une association rarissime avec de l'art pariétal. Au petit matin, les archéologues qui étudient la grotte de Cussac s'apprêtent à s'enfoncer dans les profondeurs de la cavité. Durant une partie de l'année, ils ne peuvent y pénétrer du fait du fort taux de CO2 dans la grotte, dangereux pour la santé humaine. Une paire de chaussettes supplémentaires, Pour éviter les champignons et les bactéries, le port de combinaisons stériles et la désinfection des bottes sont de rigueur. Mais là, tu peux toucher, là. Il faut même en profiter. Oui, c'est ça. Tu te tournes, s'il te plaît. Voilà. Ok. Merci. Excepté les images tournées par les scientifiques eux-mêmes, c'est la première fois qu'une équipe est autorisée à filmer dans la grotte. En rentrant pour la première fois depuis presque 30 000 ans dans cette grotte, on s'est rendu compte que les sols étaient inviolés. Il n'y a pas d'autre marque de passage que celle des Gravétiens. Donc on a au sol des empreintes de pas, de l'ocre sur les parois, parce qu'ils avaient probablement des vêtements enduits d'ocre et en passant le long des parois, ils ont frotté et il y a un petit peu d'ocre. Et en fait, un inventaire très précis fait qu'on les voit passer et on les suit à leur trace ocrée dans la cavité quasiment. Cette grotte présente un caractère unique, à la fois par la préservation de ses sols et de ses parois, mais également par ses gravures étonnantes qui se dévoilent pour la première fois sous nos yeux. À 150 mètres de l'entrée, des corps datant du Gravétien ont été déposés dans des bauges faites par les ours lors de leur hibernation, non loin des gravures. Certains squelettes sont très fragmentaires. Aller déposer des corps à 150 mètres ou à 230 mètres de l'entrée, c'est pas un acte anodin. À nouveau, se pose la question du statut de ces individus et de la compréhension de cet étrange rituel funéraire. Là, on a un dépôt primaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un corps a été amené là, en entier, et déposé, ventre à terre, dans une bauge à ours, qu'il s'est décomposé là, et qu'ensuite, il y a eu des inondations qui ont un petit peu bouleversé, on va dire, la structure. Ensuite, on a la possibilité de dépôt d'ossements. C'est notamment une des dépressions du Locussin où on a les os de 2 individus très fragmentés dans une toute petite bauge. On a du mal à imaginer qu'on ait pu mettre 2 corps dans une bauge qui doit faire à peu près 1 mètre de diamètre. Et donc on suppose qu'on a apporté des éléments squelettiques, déjà secs, c'est-à-dire sans chair. Pourquoi les Gravétiens seraient-ils venus aussi profondément déposer leurs morts dans un endroit aussi difficile d'accès ? Les préhistoriens s'interrogent sur la difficulté d'acheminement de ces vestiges à l'époque gravétienne, à travers les reliefs accidentés de la grotte.
Je suis bloqué personnellement par la difficulté de me mettre dans la peau d'un gravétien avec ses connaissances, ses envies, ses règles, ses lois. Après, ce qui est important, c'est pas tellement la distance, c'est le temps qu'on met pour venir ici. Et 150 mètres dans un milieu souterrain très contraint, avec des massifs stalagmitiques à franchir, on met un bon quart d'heure. Ça reste très accessible par rapport à d'autres secteurs de la grotte qui sont à 1 km. Cussac, c'est 1,6 km. Et les hommes ont été jusqu'aux extrémités des deux branches, côté aval et côté amont, d'un côté à 550 mètres et de l'autre à plus d'1 kilomètre. Les archéologues supposent que les crânes manquants des 2 individus déposés dans cette zone auraient pu être apportés secs, puis retirés dans un second temps. Cette hypothèse se base sur la présence de dents et d'une étrange poudre osseuse dans la dépression de gauche. Il est montré de plus en plus que les os isolés qu'on retrouve pour le gravétien sont vraisemblablement pas des os isolés qui n'ont aucune valeur. Potentiellement, c'était des sépultures qui ont été bouleversées, ou potentiellement, c'est des os qui ont eu une histoire. Après le décès de l'individu, le corps de l'individu ou ses ossements ont un rôle dans la société, potentiellement. Ces ossements isolés, retrouvés en fouille, auraient ainsi pu être considérés comme des reliques par les populations préhistoriques. On retrouve dans d'autres sites des fragments d'ossements dont l'étude avait été négligée jusqu'à aujourd'hui et qui prennent actuellement un sens nouveau. C'est le cas du site de Sungir, en Russie. La particularité de ce site archéologique réside également dans le fait que nous parlons d'un rituel pour 4 personnes. J'ai parlé de 3 personnes jusqu'à maintenant, mais il y a bien une 4e personne. Il s'agit d'un fragment de fémur qui se trouvait sur le côté droit de l'épaule droite du plus âgé des garçons. Et cet os appartient aussi à un homme. Ce sont 4 hommes qui représentent 4 tribus différentes. Ces 4 hommes ont plus ou moins la même génétique et sont liés au peuple du Paléolithique de l'Europe occidentale. Par conséquent, à chaque fois que de nouvelles informations me parviennent, je deviens de plus en plus sûr qu'il s'agit d'un rituel très complexe qui ne doit en aucun cas être considéré comme un simple enterrement de personnes riches et de statut social élevé. Je vois cela comme des personnes qui ont été habillées, chaussées, et à qui l'on a donné des armes pour les envoyer quelque part, pour les préparer à un voyage très important. En termes de rituels funéraires complexes, la grotte de Cussac, en France, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les archéologues s'enfoncent dans les profondeurs de la cavité, passant devant d'autres panneaux gravés. Cussac est un site exceptionnel à plusieurs titres. On a des restes humains de l'art pariétal, des restes humains de l'art pariétal avec une juxtaposition topographique assez serrée. Ils sont passés là, ils sont passés juste avant nous, ils étaient exactement là, au centimètre près, à l'endroit où on regarde leurs œuvres, où on voit des restes d'un de leurs congénères. Il y a une forme de respect forcément, parce que compte tenu de ce qu'ils ont fait à cet endroit-là, ça mérite une certaine admiration, voire un respect. Il ne serait pas possible pour un groupe de déposer des restes humains sans voir l'art pariétal s'ils viennent juste après ou vice-versa. Donc il y a forcément une relation entre les deux, en tout cas en termes de génération. Arrivés à 230 mètres de l'entrée, les archéologues découvrent d'autres restes humains. Cette zone est un nouveau défi d'interprétation. Certains ossements ont glissé dans la pente, d'autres, au sommet du talus, sont dans des boges à ours. En 2019, Sébastien Villotte y a découvert les os complets d'une main en logique anatomique.
La présence de cette main en collection indique que la main est arrivée avec des chairs. Le fait qu'il y ait l'avant-bras et le bras pas très loin, et la scapula, indique que potentiellement il y avait l'ensemble du membre supérieur droit. Donc là, on est dans du dépôt de parties de corps. Dépôt de membres isolés, de corps entiers ou encore d'ossements déjà secs. Les découvertes de Cussac ne cessent de nous interpeller par leur étrangeté. Pourtant, il semble que des pratiques similaires se retrouvent ailleurs à la même période, comme sur le site de Pavlov, tout près de Dolní Věstonice, en République tchèque. Ce site a livré dans les années 1950 et 1960 2 paires de mains et 2 paires de pieds isolés. Pris jusque-là pour des éléments sans valeur, ces morceaux de corps sont actuellement réétudiés. Sandra Sazelova travaille justement sur ces vestiges. Il est intéressant de noter que nous n'avons pas trouvé le reste du squelette, ni de traces d'entailles sur les os produites par des outils en pierre, qui pourraient indiquer une séparation intentionnelle du corps. Cela soulève une question très intéressante. Pourquoi certains individus ont été inhumés entiers, alors que pour d'autres, on ne trouve que des fragments isolés de leur corps? Nous avons plusieurs manières d'expliquer cela. On peut envisager des pratiques funéraires différentes. Les corps auraient pu être placés sur des sortes de plateformes que nous connaissons grâce aux analogies ethnologiques et abandonnés à leur sort. Les éléments du corps auraient ensuite glissé au moment de la désintégration de la plateforme. Cette image des Gravétiens qui inhument leurs morts, de red burials, de sépultures avec de l'ocre, c'était une image assez bucolique de sépultures dites primaires, d'individus déposés, un seul individu, 2, parfois 3, déposés dans une tombe creusée, au craie. Et puis, dans les années 2010, on a une reprise de cette perception en disant en fait, on est dans un espèce de paysage funéraire beaucoup plus complexe, où l'inhumation n'est qu'une forme de traitement du cadavre. On a tendance à penser que la sépulture, c'est vraiment la pratique funéraire valorisante pour la population qui enterre et pour celui qui a été ou celle qui a été enterrée. Non, c'est dans notre vision d'occidentale que c'est une pratique qu'on considère comme valorisante ou importante. Je crois qu'il faut bien voir qu'un même objet ou un même geste n'a pas forcément la même signification. Je crois que vraiment il faut penser diversité. Il nous semble assez évident que ces gens avaient un statut particulier. Ils ne sont pas là par hasard. Ensuite, particulier pourquoi? Aimer, haï, vénérer. Je pense que là, on est dans un domaine qui est purement fictionnel. Est-ce que vous arrivez à vous les représenter, ces personnes? De moins en moins. Parce que finalement, plus j'ai avancé dans ma carrière, plus j'ai acquis de connaissances. D'abord, plus j'ai mesuré à quel point je connaissais rien. Et à quel point la distance entre ces hommes était grande, entre eux et moi. À travers l'art, par exemple, encore, je peux y raccrocher des choses, voilà. Mais sur leur vie, leur quotidien, à la fois ils sont proches par certains aspects, tout simplement parce qu'ils sont humains, voilà, comme moi. Et en même temps, voilà, il y a une très grande distance entre eux et nous, eux et moi. Voilà. Le Gravétien a été la période la plus riche en inhumation de tout le Paléolithique. Il y a 20 000 ans, cette pratique va disparaître pour plusieurs millénaires. Avec la découverte de la grotte de Cussac, ce sont de nouvelles pistes de recherche qui se sont ouvertes ces dernières années. Traitements funéraires différenciés selon les individus, associations possibles avec de l'art pariétal. Partout en Europe, on revisite les sites passés,
à la lumière des nouvelles connaissances et de notre ouverture d'esprit qui se modifie. Actuellement, des recherches sont en cours dans plusieurs sites du sud-ouest de la France, comme à Cro-Magnon, révélant ça et là une association de sépultures gravétiennes avec un art pariétal presque effacé par le temps, et aujourd'hui à peine visible. À la grotte du Cavillon, en 1971, soit près d'un siècle après la découverte de la dame, un cheval gravé a été découvert qui n'avait jamais été vu auparavant. Aujourd'hui, cette association entre sépulture et art est en pleine adéquation avec les recherches en cours. Une nouvelle fois, une découverte en a amené une autre, une hypothèse a ouvert la porte à d'autres analyses, d'autres réflexions. Aujourd'hui, nous avons une vision différente de l'homme lointain. Notre époque porte également un autre regard sur les femmes, permettant de nouvelles réflexions. Alors, qui a vraiment été la dame du Cavillon de son vivant? Une femme comme les autres? Une chasseuse? Une handicapée? Une chamane ou encore la chef de son clan? Est-elle morte simplement de mort naturelle? A-t-elle été sacrifiée ou honorée? Si son mystère demeure, il n'en reste pas moins que ces sociétés paléolithiques sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imaginait autrefois. Au fur et à mesure que la recherche avance et que notre regard se fait plus ouvert, elles se dévoilent davantage dans toute leur diversité. Les sépultures paléolithiques restent une clé importante de la compréhension de ces sociétés du passé. Celle de la dame du Cavillon, en tout cas, n'a pas fini de livrer tous ses secrets.